Page consacrée à l'invité du jour. On va évoquer à présent le trait d'union drapé au creux de l'histoire, le trait d'union entre l'Algérie, le Maghreb en général et la Palestine, avec le quartier des Maghrébins d'El-Quds, fondé au XIIe siècle par Salah ad-Din pendant 8 siècles. Il accueillera des pèlerins musulmans venus d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie. Une grande figure d'ailleurs illustrera à lui seul les lieux, Cheikh Sidi Boumediene ou encore le Cheikh Ahmed Ben Yelles. Ce quartier aujourd'hui n'est plus, détruit par l'armée sioniste en 1967. Cet événement passé sous silence et pour la première fois, Vincent Lemire, l'historien, a retracé les étapes de cette destruction dans un livre édité par la maison Al-Barzakh qui s'intitule Au pied du mur. Ça tombe bien, Vincent Lemire est avec nous et il va nous en parler. Vincent Lemire, auteur du passionnant ouvrage Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin d'El-Quds, 1187-1967. Tout d'abord, bonsoir Vincent Lemire. Bonsoir. Alors vous êtes un passionné de la ville d'El-Quds, vous y avez consacré de nombreux ouvrages. Celui-ci débute par une journée enneigée du 14 février 2004 à Al-Quds, où un tremblement de terre, c'est récurrent dans la région, provoque un glissement de terrain non loin de l'esplanade des mosquées qui laisse apparaître des vestiges sous-jacents, des vestiges qui réactivent une histoire très peu racontée, le quartier maghrébin. Et c'est le début du voyage à travers l'histoire que vous nous proposez, résultat d'une longue enquête avec des archives, pas toujours faciles à trouver d'ailleurs. Quel était donc ce quartier maghrébin, Vincent Lemire ? Oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une histoire qui n'est pas très connue. Et moi-même, qui travaille à Jérusalem depuis la fin des années 1990, j'en avais entendu parler, mais de façon assez imprécise. Et je crois que c'est pareil, par exemple, pour le public algérien, pour peut-être les Algériens les plus âgés, c'est une histoire qu'ils connaissent, dont ils ont peut-être quelques échos, mais qui n'est pas documentée. Et moi, c'est un soir, je dînais en fait chez une amie qui s'appelle Haïfa Khalidi, de la grande famille palestinienne des Khalidi, dont la maison borde immédiatement l'actuelle esplanade du mur occidental. Et elle avait 19 ans en 1967, et elle m'a raconté en fait sa soirée du 10 au 11 juin 1967 quand ce quartier a été détruit. Et c'est ça qui m'a, si vous voulez, qui m'a donné l'impulsion. Je me suis dit, si moi qui travaille sur l'histoire de Jérusalem depuis 20 ans, j'ignore presque tout de l'histoire de ce quartier maghrébin, il faut absolument aller à sa recherche, aller à la recherche des archives. Ça m'a pris 6 ans, mais voilà, on est aujourd'hui récompensé parce que le livre, effectivement, il est sorti en France en 2022. Il a été effectivement republié en Algérie tout récemment, en 2024, vous l'avez dit, aux éditions Barzakh. Il a été également d'ailleurs republié à Casablanca, aussi au Maroc, pour vous dire que c'est tout le Maghreb qui est intéressé par cette histoire. Et puis il a été traduit également en anglais, cet ouvrage, aux presses de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a vraiment une très large diffusion. Et puis, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu la traduction en arabe de ce livre parce qu'il a été publié, traduit par le IPS, Institute of Palestine Studies, l'Institut d'études palestiniennes de Beyrouth, qui, malgré la situation très difficile au Liban actuellement, ont réussi depuis 1 an à traduire ce livre en arabe. Et pour finir, ce livre est également en cours de traduction en hébreu. Il va être publié en hébreu. Donc vous voyez, tout ça nous montre déjà ces 5 éditions, bientôt 6, 7 éditions, nous montre que c'est vraiment une histoire d'un petit quartier au cœur de la vieille ville de Jérusalem, mais qui était une histoire complètement oblitérée, complètement oubliée, et pas seulement en Algérie, dans le monde entier en fait. Alors, votre livre, Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin 1187-1967,
où il est question, notamment dans cette zone, dans ce fameux quartier, on rencontre beaucoup de awqaf ou de waqf en singulier. Alors le waqf, c'est quoi? Rapidement, c'est une sorte de fondation pieuse destinée à devenir un bien public et qui constitue avec les zawaya les relais de la solidarité publique. Il y en a plusieurs entourant Al-Quds qui se sont agrégés durant 8 siècles, c'est-à-dire 8 siècles sans discontinuité jusqu'en 1967, Vincent Lemire. Oui, exactement. Là, vous revenez en fait aux origines de ce quartier, et les origines de ce quartier sont extrêmement prestigieuses, puisque ce n'est autre que Saladin, Salah ad-Din et son fils Al-Afdal Ali, qui, juste après la reconquête de Jérusalem sur les croisés en 1187, ont décidé d'allouer cette parcelle de la vieille ville de Jérusalem, située au sud de la vieille ville de Jérusalem, pour les combattants maghrébins de la reconquête, c'est-à-dire les combattants qui avaient combattu auprès de Saladin pour reprendre Jérusalem et qui étaient originaires du Maghreb. Et donc ce quartier leur est donné. On donne également des terres pour entretenir les awiyas, les œuvres de bienfaisance. Et quelle est la vocation de ce quartier? Eh ben, c'est d'accueillir, de loger, de nourrir et de soigner les pèlerins musulmans originaires du Maghreb qui font étape à Jérusalem sur la route, souvent sur la route de la Mecque, soit à l'aller, soit au retour. Hein, on est à la fin du XIIe siècle après de notre ère, donc il faut bien voir que le pèlerinage se fait pas évidemment en avion comme aujourd'hui. Hein, c'est un long périple de plusieurs mois. C'est dangereux, c'est fatigant, notamment pour les personnes âgées. Des femmes qui peuvent être enceintes, etc. Et les pauvres. Donc, les Maghrébins et les pauvres, voilà, ceux qui viennent, les Maghrébins sont finalement ceux qui viennent de très loin, le plus loin, et donc ils ont besoin de ce quartier particulier. Et ce qui est extraordinaire, vous l'avez dit, c'est que ce quartier, il est fondé par Saladin à la fin du XIIe siècle, et il va fonctionner jusqu'en 1967. Ça a été moi ma grande surprise. C'est-à-dire que dans les archives, dans les années 1950, je vois que la plupart des habitants du quartier ont encore des liens très forts avec leur famille, restée en Tunisie, en Algérie ou au Maroc ou en Libye d'ailleurs, parce qu'il y avait encore des Maghrébins dans les années 1950 qui allaient en fait vers les lieux saints, faire le pèlerinage, faire le Hajj, et parfois des veufs ou parfois des gens trop pauvres ou malades se disaient finalement je préfère rester à Jérusalem plutôt que de rentrer. Voilà, ils étaient évidemment près d'un lieu saint extraordinaire. Et donc, ce quartier, il a rempli sa vocation pendant 780 ans exactement, jusqu'à la guerre des 6 jours et jusqu'à sa destruction par l'armée israélienne. Alors, vous le dites bien dans le livre, hein, c'est un vrai quartier maghrébin avec un arabe parlé du Maghreb, des zawaya qui enseignent notamment le rite malikite, qui est l'école juridique prépondérante au Maghreb. En 1206, par exemple, le grand cheikh Ibn Arabi dira que les Maghrébins jouissent d'une excellente renommée parce qu'ils ont accompli des merveilles au sein de la ville d'Al-Quds. Parlez-nous justement de cette trace indélébile des Maghrébins dans ces lieux. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que même encore aujourd'hui, en 2025, il y a dans la vieille ville de Jérusalem ou dans les camps de réfugiés à proximité, à Chouafat ou parfois à Jéricho, vous rencontrez des Palestiniens qui se disent Palestiniens mais qui s'appellent Al-Maghrébi ou Al-Jazairi et qui revendiquent vraiment cette identité maghrébine très forte. Et puis quand vous parlez avec des anciens habitants de Jérusalem, des hommes ou des femmes qui ont connu cette époque-là, parce que c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est jamais qu'il y a une petite soixantaine d'années, ils vous disent oui, ce quartier, c'était vraiment un quartier maghrébin, les gens parlaient un arabe particulier, la nourriture était pas exactement la même qu'ailleurs, on s'habillait pas de la même manière, donc vous voyez, c'était pas seulement le nom d'un quartier qui serait resté à travers les âges, c'était une identité très forte. C'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup d'intellectuels, notamment de juristes malékites qui venaient à Jérusalem faire des études ou enseigner. Et donc, il y avait dans ce quartier également des lieux d'enseignement, des madrasas. Et puis, et c'est vrai que cette communauté maghrébine, elle avait une excellente réputation dans la ville. On le voit, vous avez cité cet exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple,
un certain François-René de Chateaubriand, hein, le célèbre Chateaubriand qui fait son voyage à Jérusalem au début du 19e siècle, eh bien, il décrit la communauté maghrébine de Jérusalem en disant ceci. Il dit que les Maghrébins sont en particulier chargés de lever les taxes, d'être les douaniers à l'entrée de la ville de Jérusalem. Et une autre de leurs professions privilégiées, c'est qu'ils sont courriers, c'est-à-dire c'est eux qui transportent les plis confidentiels entre les grandes familles de Jérusalem. Vous voyez bien c'est un gage de confiance. c'est exactement un gage de confiance. C'est-à-dire que c'est justement parce que ce sont des gens de confiance et que en même temps ils sont pas, on va dire, enfin ils sont maghrébins, donc ils sont une communauté bien identifiée, qu'ils peuvent jouer comme ça ce rôle un peu peut-être de régulateur dans la vieille ville de Jérusalem. C'était vraiment une communauté extrêmement bien identifiée. Alors, des grandes figures, justement, maghrébines, comme Ibn Battuta, par exemple, le grand voyageur et géographe musulman, est passé par ces lieux en 1325, Ibn Khaldoun en 1400. Les femmes aussi font partie des plus importants donateurs, comme Hadja Ibn Safiya bint Abdallah, et comment ne pas évoquer la figure de Sidi Boumedienne et son Waqf, qui est né en Andalousie, mais qui est enterré à Tlemcen, qui a fait un passage également à Béjaïa. Parlez-nous de cette grande figure de Sidi Boumedienne. Oui, c'est une figure très très importante, à tel point que moi, quand j'ai recherché des documents dans les archives sur le quartier maghrébin de Jérusalem, en fait, je me rendais compte auprès des archivistes du Waqf, par exemple, que ce quartier il était connu sous le nom du Waqf Abou Medienne. Alors voilà, localement on disait Abou Medienne, mais c'est évidemment de la même personne dont on parle. Hein. Et d'ailleurs, dans la mosquée située à l'ouest, immédiatement à l'ouest du quartier, qui est d'ailleurs le seul bâtiment qui n'a pas été détruit en 1967 parce qu'il se trouve un peu sur une petite butte, on va dire, du côté ouest du quartier. Et vous voyez là sur l'image que l'on voit, imaginons que c'est à la main gauche, hein, on voit bien cette butte. Voilà, bah là à peu près sur cette butte là, on voit des escaliers. Bah voyez à gauche là, à gauche de l'image, il y a quelques familles encore qui vivent là, des familles d'origine tunisienne, algérienne ou marocaine. Et dans de cette mosquée d'ailleurs, on vous explique qu'il y a l'un des bras de Sidi Boumedienne qu'il aurait perdu dans une bataille, hein, dans une bataille, voilà, pour voilà exactement à la bataille de Hattin. Donc c'est une figure extrêmement importante. Et ce qui est important de dire, c'est que Sidi Boumedienne, il a apporté au Waqf des Maghrébins de Jérusalem des terres fondamentales, essentielles pour la survie de ce Waqf, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les terres du village de Ain Karem, à l'ouest de Jérusalem. Et c'est au moment en fait où le Waqf fondé par Saladin à la fin du XIIe siècle, au moment où s'agrègent à ce Waqf les terres données par Sidi Boumedienne et par ses descendants, notamment les terres de Ain Karem, que voilà, il devient assez solide et assez robuste, hein, pour résister au temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, bon, on le sait, hein, évidemment, vous le savez mieux que personne, et les spectateurs qui nous regardent, hein, le premier président de l'Algérie indépendante, hein, Ouari Boumedienne, on sait bien que c'était un nom qu'il s'était choisi, hein, dans la tradition, et donc c'est incroyable de voir cette figure née en Andalousie, qui a combattu au Proche-Orient, qui a vécu à Jérusalem, qui a bénéficié au quartier maghrébin de Jérusalem, qui est enterré à Tlemcen et qui a donné son nom au premier président de la République algérienne. C'était un beau résumé en fait de cette histoire. Un beau trait d'union. Alors pourquoi cette histoire du quartier maghrébin est très peu racontée? La plupart des gens aujourd'hui ignorent que ce quartier, par exemple, a été rasé en 1967 par l'entité sioniste. Et même auprès des Palestiniens, ce lieu n'a pas sa place dans l'historiographie palestinienne, comme par exemple la Nakba de 1948 ou le massacre de Dar Yassin. Comment vous l'expliquez? Ben, vous avez raison, c'est quelque chose de très surprenant, hein, qui m'a étonné, et je vais vous dire, c'est encore plus étonnant quand on sait que
un certain Yasser Arafat a grandi dans le quartier maghrébin de Jérusalem. Le seul endroit où Yasser Arafat a vécu en Palestine avant qu'il revienne à Gaza en 1994, c'est le quartier maghrébin de Jérusalem. Pourquoi? Parce que il y avait des grandes maisons. Alors, il n'était pas dans le cœur du quartier, il était en bordure immédiate. Il y avait des grandes maisons mamelouks qui appartenaient à la famille Abou Saoud, qui était la famille de sa mère. Et quand la mère de Yasser Arafat est morte, son père en fait l'a confiée à sa tante qui habitait à Jérusalem, dans la maison Abou Saoud. Et donc Yasser Arafat a grandi devant le quartier maghrébin de Jérusalem au début des années 1930. Donc ça ajoute encore au mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident que, si vous voulez, du côté israélien, il n'y a pas de volonté de commémorer, de se souvenir de cette destruction. Ça, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ils ont tenté de dissimuler. Voilà, et c'est tout à fait logique, et si vous voulez, c'est assez symptomatique d'autres situations. Vous avez parlé de Deir Yassin ou d'autres situations comme ça. Mais du côté palestinien, c'est plus étonnant. Bien, voilà, il faut se dire que ces habitants, ils étaient dans une situation assez particulière à la fin de l'histoire du quartier, au moment de l'histoire jordanienne. Ces habitants, ils étaient protégés par la puissance coloniale, par la France en fait, qui, se considérant comme souveraine dans ses colonies au Maghreb, se considérait comme souveraine vis-à-vis des habitants du quartier maghrébin de Jérusalem. Aujourd'hui, ça peut nous faire sourire ou nous choquer, mais voilà, à l'époque, la France s'était arrogé ce droit. Et donc, allant jusqu'au bout de l'histoire, la France donc protège les Maghrébins de Jérusalem, les Maghrébins du quartier maghrébin, dans les années 1950. Et arrive 1962, l'indépendance de l'Algérie, mais aussi les indépendances en Tunisie et au Maroc. Et donc, ces habitants, d'une certaine manière, ils ont été protégés par la puissance coloniale. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives des choses incroyables, des tracts du FLN, qui disent aux habitants du quartier maghrébin de Jérusalem, n'acceptez pas l'argent de la puissance coloniale. Donc, vous voyez, ces habitants, ils étaient dans une situation un peu pris entre deux feux. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que la destruction de leur quartier est passée relativement inaperçue. Pas complètement inaperçue, parce que quand on regarde les archives des Nations Unies, il y a des plaintes qui sont émises juste après la destruction en juin 1967. Alors Vincent Lemire, je rappelle le titre de votre livre, Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin 1187-1967. En parcourant votre livre, je me disais comment il a fait avec la documentation sur cette ville-monde d'El-Quds qui a été à maintes reprises détruite, reconstruite, qui a vu tellement d'envahisseurs, ville qui repose sur tellement de strates archéologiques, historiques depuis plusieurs millénaires. Ça a dû être un vrai défi, Vincent Lemire. Oui, bien sûr, c'était un immense défi, et c'est un défi dans lequel je ne me serais pas lancé, on va dire, au début de ma carrière d'historien. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en 2016, et je travaille sur l'histoire de Jérusalem depuis la fin des années 1990. Entre-temps, j'ai noué énormément de contacts. J'ai travaillé avec beaucoup d'historiens, des historiens turcs, des historiens palestiniens, des historiens jordaniens notamment, et d'autres, pour rassembler en fait une documentation qui, comme vous l'avez dit, est très hétérogène et très dispersée. Et par exemple, je dirige toujours un projet qui s'appelle Open Jérusalem. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils peuvent taper sur Google. S'ils tapent Open Jérusalem, ils vont arriver sur un portail qui est en fait un portail d'archives sur lequel ils vont trouver 40 000 documents que nous avons rassemblés avec une soixantaine de chercheurs et d'universitaires venant d'une quinzaine de pays, que nous avons rassemblés dans une vingtaine de pays. Voilà, pour faire l'histoire de Jérusalem. Mais c'est vrai que l'histoire du quartier maghrébin, il faut aller évidemment aux archives du Waqf, qui sont à Abu Dis, à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Il faut aller à Amman, en Jordanie. Il faut aller à Istanbul pour les archives ottomanes. Il faut aller évidemment à Alger, à Tunis, mais aussi au Maroc. Il faut aller à Genève, dans les archives de la Croix-Rouge. Il faut aller
en France, dans les archives diplomatiques françaises, parce que je vous dis que la France les avait protégés, et j'en oublie encore énormément en fait. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que ce tout petit quartier que les gens ont sous les yeux, parce qu'en fait, quand ils sont en train de regarder la place du mur des Lamentations actuel, en fait, c'était l'emplacement du quartier. Ce tout petit quartier dans lequel vivaient quand même 1 millier d'habitants, eh bien en fait, il était relié à énormément d'intérêts et de préoccupations à travers le monde. Alors, ce quartier maghrébin qui a été détruit, on l'a dit, mais demeure un stigmate persistant, un souvenir enfui, dites-vous. En psychologie, on dirait ça, on appellerait ça plutôt un déni ou un non-dit, mais un déni n'est jamais enfoui éternellement. Est-ce que, c'est ma dernière question, est-ce que le quartier maghrébin fait partie définitivement de l'histoire ou est-ce que on peut voir en quelque sorte une espèce de résurgence? On va dire ça comme ça. Oui, vous avez entièrement raison. Le terme résurgence, je pense, il est approprié. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a la génération suivante des anciens habitants du quartier, ceux qui n'ont pas vécu l'expulsion et la destruction du quartier, mais qui sont immédiatement les enfants de ceux qui ont vécu ça. Et je vous dis, ils s'appellent Al-Tounsi, Al-Jazairi, Al-Marakchi, Al-Maghribi. Enfin, ils ont des noms véritablement, évidemment, maghrébins. Pour certains, d'ailleurs, ils ont aussi des passeports de certains États du Maghreb. Et ils veulent redécouvrir cette histoire. Et moi, j'ai travaillé aussi avec les associations d'anciens habitants et des anciennes familles du quartier maghrébin qui sont là. Hein. Nous avons réalisé aussi avec eux une application 3D que les téléspectateurs peuvent d'ailleurs télécharger gratuitement sur Google Play Store ou sur l'Apple Store. Cette application, elle s'appelle Jérusalem Maghrebi Quarter et elle est accessible dans plusieurs langues, y compris en arabe. Et en fait, elle va permettre aux gens de voir vraiment à quoi ressemblait le quartier. Ils vont pouvoir, y compris, se promener dans le quartier maghrébin, un peu comme Google Street View. Hein. Et cette application 3D, on l'a inaugurée au mois de juin 2023 avec une conférence de presse à Jérusalem et à Gaza d'ailleurs également. C'était ma dernière venue à Gaza, c'était au mois de juin 2023, et à Ramallah, à Birzeit, à Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. Et ben oui, cette histoire, elle intéresse de plus en plus de monde, y compris d'ailleurs, il y a eu des articles aussi dans la presse du côté israélien. Donc oui, résurgence, c'est évident, parce que comme si 50 ans après, ce quartier qui est situé en plein cœur de la ville sainte des 3 monothéismes, cette espèce de disparition, vous l'avez dit, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Et puis, vous savez, il y a aussi parfois des fouilles archéologiques qui se passent à cet endroit-là. Et le quartier maghrébin, il est immédiatement sous les pavés que l'on voit là, que vous voyez à l'image. Dès qu'il y a un bulldozer qui creuse, 30 cm sous la surface, on retrouve des machines à écrire, des fourchettes, des couverts, de l'eau de toilette, la résurgence de la mémoire, des chaussures. Et voilà, tout est immédiatement là parce que les habitants sont partis en 2 heures. Donc tout est sur place. Vous voyez, si on creusait partout, on trouverait finalement tous les objets appartenant aux anciens habitants du quartier. Donc, vous voyez, vous parlez de résurgence, ben là, avec l'archéologie, c'est exactement ça. Les objets remontent à la surface. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher le passé éternellement, et les historiens sont là également pour participer à ce travail. Vincent Lemire, auteur Au pied du mur aux éditions Balzac, Vie et mort du quartier maghrébin, 1187-1967, en vente en librairie, passionnant ouvrage. Merci d'avoir été des nôtres, Vincent Lemire, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.